Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 29 janvier 2021. Oui, nous sommes à 33 minutes du couvre-feu. Couvre-feu, on a compris qu'il va se prolonger. Je nous ai promis d'être avec vous jusqu'au 8 février, date supposée, appréhendée de la levée du couvre-feu. Semble-t-il, eh bien, ça va se prolonger. Peut-être le 8, je prendrai une pause. Peut-être pas. Parce que je suis... écoutez, je vous ai raconté, je travaille très, très, très fort et je me ménage également des moments de lecture, des moments de réflexion, des pauses dans mon esprit, afin de partager avec vous les vidéos. Alors donc, je vais lire le fameux passage, enfin, de Roue libre de Cécile Gilbert, consacré à l'ouvrage écrit par la Sainte Trinité. Oui. Euh, Valentin Ray, François Méronis et Yannick Enel. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une triade, n'est-ce pas? Alors, tout ce qui compte a vraiment... tout ce qui compte vient en triple. Alors, je me faisais toutes sortes de réflexions aussi. Donc, j'ai l'impression que nous sommes entrés dans un long siège. Et si on écoute les divers commentateurs qui sont passés de ça va bien aller à, à l'espérance d'un vaccin qui, là, on nous dit que si il n'est pas rapidement administré par les diverses populations, eh ben, les variants qui nous pourchassent vont, vont, vont rendre ces divers vaccins inopérants. Alors, c'est devenu une sorte de... Et c'est un seul sujet. Alors, mais comme nous sommes entrés dans un siège, je l'évoquais déjà probablement à la fin de l'automne. J'avais appris un mot. Le mot obsidional. Obsidional, qui veut dire littérature de siège. Alors, on en connaît plusieurs, le siège de Jérusalem, le siège de Constantinople, le siège de Stalingrad, le siège de Paris, le siège de la Commune. Alors, tous ces sièges, toutes ces villes assiégées, alors maintenant, ce sont nos vies qui sont assiégées. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant un siège? Alors, je suis allé fureter sur mes rayons de librairie et je n'ai pas de livre consacré à cette importante question des sièges. Comment vivons-nous en période de siège? Et comment, non seulement comment vivons-nous dans une période de siège, mais comment on s'organise? Comment on organise notre esprit? Bon, je suis convaincu que nous qui sommes des êtres d'étude, nous devons tâcher de consacrer du temps à l'étude, de vraiment, vraiment étudier, parce que je ne sais pas comment on va pouvoir passer autrement, passer à travers cette crise. Moi, je suis un peu fatigué. Je travaille fort ces temps-ci, ouais. Je travaille fort et c'est assez éreintant. Bon, vous avez vu les vidéos qui sont dans le souterrain. C'est froid, c'est sombre. J'ai l'impression, à chaque fois que je descends dans un caveau, j'ai l'impression que je vais rencontrer mon propre fantôme au détour d'une allée encombrée de cartons. Et en plus, il y a certaines de ces cartons, bon, sont identifiés, il y a des dates. Et je retrouve des livres lus il y a longtemps. Certains d'entre eux, il y a 25, 30 ans, 35 ans. Et en fait, c'est comme si j'allais dire, c'est comme si je me préparais à mourir en faisant ce ménage-là. Mais je pense que c'est ça aussi la nature
Nous allons mourir de cette crise-là pandémique. Nous allons mourir à nous-mêmes. Il y a quelque chose qui doit mourir et qui va mourir. Et tant qu'on n'aura pas consenti à mourir, en fait, eh bien, on va souffrir. On va souffrir, on va souffrir. Et c'est presque pathétique, les efforts que l'on fait. Je pense au sport professionnel qui continue ses activités dans un encadrement sanitaire, des parties de football qui se font dans des stades déserts, des parties de hockey où il n'y a aucun spectateur. Alors ce désir-là de persister dans notre mode de vie, et les divers commentateurs jugent cela seulement étrange que des athlètes professionnels qui maintenant consentent aussi à de bonnes baisses de salaire, hein? Ça c'est encore là une autre histoire, eh bien, trouvent cela seulement étrange que ces dieux du stade se jouent dans des enceintes désertes. C'est quand même incroyable. Alors, le seul spectacle, il est sur les écrans. Alors, il n'y a plus... même les spectateurs ont disparu. Alors, ça nous donne un peu l'idée à quel point on s'enfonce dans un monde d'ombre, dans un monde spectral, où le spectacle n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est le spectacle du spectacle. Hein? Netflix qui produit des téléséries à la chaîne, je ne comprends pas. Je pense que là, il vaudrait mieux contempler un mur blanc plutôt que de se gaver de téléséries. Il n'y aura pas d'issue parce qu'on ne passera pas à travers ce siège à coup de Netflix, n'est-ce pas? Ça, je peux vous le garantir. Ça ne marchera pas, le truc. Ou si ça dure encore 2 ans, parce qu'on comprend bien peut-être que l'année 2021 va ressembler étrangement à l'année 2021, avec une ouverture sur l'été qui va se refermer, hein, une parenthèse enchantée qui va se refermer. Et donc, aussi, hier, j'ai évoqué pour vous les Juifs hassidiques, mais quelque chose qui m'a frappé aussi, parce que ça me turlupine, le comportement des Juifs hassidiques. Hein? Ce sont peut-être les derniers croyants dans notre société. Ah, je vais répondre au téléphone. Oui, je te rappelle. Ma mère. Mais ma mère est habituée à ce style abrupt au téléphone. C'est elle-même qui me l'a enseigné. OK, bye. Bonne soirée. Cling. Alors, et à chaque soir, donc, je parle à ma mère et on fait le compte-rendu de ces journées funestes. Alors donc, justement, le dimanche, je rends visite à ma mère qui vit en territoire hassidique, en territoire non cédé, en territoire cédé et sacré. Alors donc, les hassidiques, c'est peut-être les derniers dans nos sociétés occidentales, en tout cas, à croire en Dieu. Des fois, je pense même que le Québec a déjà été une société très, très, très religieuse. Et au fond, le flambeau, si je puis dire, a été transmis aux hassidiques. Et c'est eux qui s'en sont emparés. Eux autres, ils défient pas le couvre-feu pour des raisons, comme je vous le disais hier. Ils défient pas le couvre-feu pour des raisons politiques, mais ils défient le couvre-feu pour des raisons métaphysiques, au fond. Et c'est peut-être la seule manière d'entrer en désobéissance. C'est par la métaphysique. Et oui, donc, je me faisais cette réflexion-là. C'est que quand je vais chez ma mère, quand je retourne le soir, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants juifs qui jouent dans les rues. Et ils vont en bande, ils vont en bicyclette. Et c'est assez étonnant. Bon, vous connaissez leur habillement avec le shrebel,
les longs paletots habillés en noir et les enfants hassidiques, donc, ils sont des enfants, hein, même s'ils sont dans une secte, hein, dans une secte fervente, mais dans une secte quand même. Eh bien, ce sont les seuls enfants dans la ville de Montréal qu'on peut observer jouer dans les rues tard le soir. Ce sont les seuls. Alors la rue leur appartient et la nuit leur appartient. C'est comme si Dieu veillait sur eux, en fait, pendant que les enfants, les autres enfants, eh ben, sont probablement déjà devant leurs ordinateurs ou devant leur appareil, tandis qu'eux, ils sont dans la rue et ils jouent. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors donc, j'ai pris pas mal de notes encore pour la vidéo de demain, où je vais vous parler de Tout est accompli, un livre dense, un livre source, un livre de méditation, un livre à la fois de réflexion. Et Tout est accompli, ben vous connaissez, c'est tiré des évangiles, c'est la dernière parole du Christ avant non pas de monter au ciel, parce que il est allé faire un tour en enfer avant, hein. Selon le credo, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Alors là, il est entré dans le royaume, il est rentré dans le royaume de la mort en son corps défendant. Faut bien comprendre, ne soumet pas à la tentation. Le Christ ne voulait pas mourir. Et c'est par là qu'est sa grande humanité. Et on ne peut pas imaginer non plus qu'il savait qu'il était pour ressusciter, n'est-ce pas? Mais encore là, ça, c'est une autre histoire. Alors, tout est accompli, c'est dire au fond que nous sommes rentrés dans le monde, dans la fin du monde, en quelque sorte. Et ça se pourrait bien. Faut pas rejeter cette hypothèse-là, que cette pandémie, c'est le début, hein, le début de la fin. Je peux vous avouer que moi, je m'attendais depuis assez longtemps à une crise de cet ordre-là. J'ai toujours été étonné, j'avais toujours l'impression que ce monde était sur un fil au-dessus d'un abîme et que c'est une espèce de numéro d'équilibriste, à la fois porté par le désir. L'être humain, c'est un être de désir, c'est un être de dépassement aussi. L'espèce humaine, elle est désirante, elle est curieuse, elle est prédatrice aussi. Et que on ballottait là, entre ces deux pôles, le désir et la peur de la mort. Et entre ces deux pulsions antagonistes. Et je me disais, c'est quand même étonnant que ça ne soit pas arrivé avant. Mais là, on sent c'est ça aussi le paradoxe du siège, c'est que c'est un temps long, un temps immobile, un temps mort, hein? Mais en même temps, il y a une accélération. Il y a une accélération, il y a une course contre la montre, mais une course contre la montre où nous sommes pétrifiés. Hein? Voilà. Nous sommes immobiles, pris de vertige et impuissants. C'est l'impuissance qui frappe. Tout à coup, on n'est plus des dieux vivants. Là. Tout à coup, on est ramené à la contingence. On est ramené à la dureté des choses. On est ramené à notre humaine condition. C'est comme si on l'avait... je pense que je vais vous jouer le tour de ne pas vous lire le fameux passage. Faut dire aussi, comme je travaille très très fort et ces vidéos-là font partie d'un exercice sanitaire pour mon esprit, puis je vous remercie de participer à la bonne santé de ce qui me reste de raison. Je pense que je vais étirer la sauce. Ouais. Peut-être que je vais juste effleurer.
Puis, mais assurément, mais il y a quelque chose d'autre aussi que je veux vous montrer. Ouais, une belle manière de changer de sujet. Une chose qui m'intrigue. Il y a peut-être un rapport qui en a peut-être pas un. Mais je vais vous le montrer. Puis je vais vous laisser en juger. Ce qui est intéressant dans mon métier de libraire, c'est de se retrouver devant des livres dont on ignore tout. Et certains de ces livres-là ne nous offrent aucune piste. Peut-être que vous, je sais que... Peut-être vous avez des... Pas je sais. Vous avez des lumières qui me font cruellement défaut. Peut-être vous allez pouvoir me venir en aide. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, j'ai fait des recherches rapides, mais c'est très, très intriguant. C'est une petite brochure que je vous montre à l'instant. Tenez. Je vous laisse le temps de l'examiner. Alors, vous voyez, évidemment, Jacques, c'est un pseudonyme. Soldat de France, publié à Londres chez Constable Éditeur sur la rue Orange. Et, bon, on pourra faire des recherches. Hein, qu'est-ce qu'est Constable Éditeur? On peut même vérifier si la rue Orange existe encore. Mais, qu'est-ce que c'est au juste, Soldat de France? Alors, je vous le montre. Alors, ça a été publié à Londres et également à Toronto, chez Macmillan Company. Et ça a été imprimé en Grande-Bretagne, chez Richard Clay & Company, dans le Bungay, dans le Suffolk. À ma jeune femme, qui en France m'attend, espère et prie. Alors, la table des matières, alors donc, la table des matières, Soldats de France, Le Troupeau, Noël 1940, sur la Marseillaise, les trahisons de l'élite à la recherche des valeurs perdues. Alors, ça a été publié en 1942. Et donc, je lis un passage ici très très rapidement. Il est vraiment pénible d'accorder constamment ces deux noms, Pétain, Laval. Cette seule obligation devrait suffire à détruire dans les esprits libres tout l'effet que pourrait encore produire le nom autrefois si respecté du maréchal. En admettant la bonne foi du premier et la roublardise si connue du second, il est facile de comprendre lequel des deux subit l'influence de l'autre. Je me fais cette réflexion très simple. Si Hitler s'était appelé Staline, si au lieu d'importer en France le nazisme, il y avait apporté avec lui le communisme, je crois que tous ces nouveaux chefs qui ont si vite désespéré de la patrie auraient estimé de leur devoir de continuer la lutte, auraient prêché une résistance désespérée plutôt que de laisser le régime des soviets s'instaurer sur le sol de France. Donc, dans cette acceptation de la défaite, il y a influence des idéologies partisanes. Donc, les hommes de Vichy sont malvenus à venir donner des leçons de patriotisme. Les vrais patriotes sont ceux qui auraient combattu, le cas échéant, les Russes, vainqueurs des Français, comme ils continuent à combattre les Allemands. Les vrais patriotes sont ceux qui font taire leurs préférences politiques pour se consacrer au seul but de l'heure, libérer la France du joug de l'étranger. Alors, si vous avez une petite idée de qui se cache sous ce pseudonyme de Jacques, est-ce que vous avez reconnu le style? Évidemment, on est à 42. Il y a De Gaulle qui est à Londres. C'est pas... Je ne l'ai pas lu, hein? Mais je vais le lire. Ça fera partie des... Ah, ben voilà. Il y a un début... Ouais, ben voilà. Bon, c'est pas... Hein, franchement, là...
Ouais, c'était un vrai nom de guerre. Le jeune soldat qui a écrit ce livre avait une mère et une femme en France occupée. Il est mort. Mais il y a des rancunes qui poursuivent même les trépassés. Dans les derniers jours de l'agonie de la France, il se trouva débarqué en Angleterre avec les restes de son bataillon. Ici, il apprit les nouvelles catastrophiques de la capitulation de son pays. Il fit son choix, rester en Angleterre et continuer la lutte. Le jour où notre pays reprendra sa place dans les rangs des combattants, il comprendra que grâce à nous, ses fils, il n'aura pas été déserteur, mais simplement prisonnier. Il a écrit ce livre en grande partie au lit à l'hôpital de Millbank pour se distraire un peu du tourment de son esprit en analysant les causes de l'effondrement de sa patrie. Il se guérit. En avril 1941, il eut la satisfaction de voir paraître son petit cahier en édition anglaise, fort bien reçu. Mais il y a des blessures de guerre qui ne saignent pas. 4 mois plus tard, il mourut au sanatorium d'Ashford. Il avait 30 ans. Ses camarades l'ont enterré au cimetière militaire de Brockwood. Il dort en terre amie et hospitalière, mais étrangère, vrai fils de la France, non peut-être de la France de Napoléon ou de Louis XIV, mais de la France des morts inconnus qui repose à Roncevaux. Alors voilà, oui, c'est vraiment Jacques. Alors je vous le montre. Vous me dites, c'est quoi le rapport avec tout ça? Obsidional, littérature de siège. Euh, on pense tout de suite, lui analyse les causes comme l'a fait l'auteur de L'étrange défaite, un livre absolument remarquable qui explique. Mais il y a eu d'autres livres qui ont été publiés récemment expliquant l'avancée des nazis, l'avancée rapide des nazis sur Paris. Et les soldats nazis étaient sous amphétamine. Alors, le titre de l'ouvrage m'échappe. L'étrange défaite, bon, vous savez c'est qui. Et, et ces amphétamines-là, plus tard aussi, ont été récupérées. Les Américains en ont usé également. Alors, les amphétamines, les soldats nazis à Stalingrad étaient gavés d'amphétamines et ils continuaient à combattre et sans même s'apercevoir, dans certains cas, qu'ils avaient perdu un pied. Et tellement ils étaient sous influence. Alors donc, oui, la guerre de 14, celle de 39, 48, qui est omniprésente dans tout est accompli, hein, parce que ce que les auteurs nous avancent comme idée, à la suite de Holocauste et modernité, entre autres, et La vie liquide de Zygmunt Bauman, c'est l'arraisonnement de la métaphysique par la technique, la technoscience, si vous préférez. Et que l'utilisation de l'arme nucléaire, de l'atome, ainsi que la destruction du peuple juif, eh bien, sont deux phénomènes concomitants. Alors, ce désir-là d'éradiquer, d'arracher la foi. Alors, Troisième guerre, la guerre froide. Quatrième guerre, la guerre froide, qui a quand même fait quelques millions de morts. On l'oublie parce que cette guerre froide-là, justement, est une guerre distanciée. Ça se passait dans les pays d'Amérique latine, ça se passait en Asie. Ça ne se passait pas chez nous, mais les deux blocs, les deux superpuissances se livraient une guerre par pays interposé, la guerre froide. La quatrième guerre mondiale, qui a débuté le 11 septembre 2001. Et là, on entre avec cette quatrième guerre mondiale-là, on rentre dans la vraie métaphysique de la guerre. Hein. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas juste prêts à mourir, hein. Ce ne sont pas juste des martyrs prêts à témoigner de leur foi, mais ce sont également des assassins aussi. Et il ne s'agit pas juste de mourir, hein. Il s'agit aussi de donner la mort. Et dans une sorte de jouissance assez monstrueuse. Et 2001, jusqu'au démantèlement récent de Daesh, on ne peut pas dire que cette guerre-là, elle dure
cette guerre de religion, hein, n'ayons pas peur de ce mot-là, eh bien, ça fait déjà près de 20 ans qu'elle dure. Et elle n'est peut-être pas prête de s'achever. Et là, ben, avec la pandémie, eh bien, là, on rentre peut-être dans une autre dimension de la guerre. Et puis, on va peut-être assister à toutes les formes de guerre. Hein. L'Organisation mondiale de la santé est à Wuhan au moment où on se parle pour déterminer d'où provient vraiment ce virus. Les hypothèses qu'il soit issu d'un laboratoire mal surveillé, mal contrôlé, prennent de plus en plus, sans sombrer dans le complotisme, prennent de plus en plus de poids. Alors, et si tel était le cas, et puis on voit bien, les Chinois n'ont pas du tout envie de participer à cette enquête-là. Ils n'ont pas vraiment le choix. Mais sans doute, on pourrait exiger des dédommagements astronomiques ou ce nouveau volet de la guerre, qui est la guerre économique. Peut-être un nouveau front s'ouvrirait ici. Donc, on se retrouverait, nous sommes peut-être à l'aube de la 5e guerre mondiale. Peut-être. Alors, voilà. J'ai réussi le tour de force à ne pas vous parler encore de roue libre. Parce que les journées sont vraiment... Elles commencent tôt. Et elles finissent tard aussi. C'est vraiment bizarre. C'est un temps étonnant. Et vraiment étonnant. Mais, écoutez, je vous remercie d'être avec moi. C'est à vous que je lève mon pouce. Franchement, vous êtes des as. Vous êtes vraiment bons. Alors, je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie de participer au maintien de mon équilibre intellectuel. Voilà. Merci et bonne soirée à tous. Et à demain pour ce qu'en dit Cécile Gilbert. Tout est accompli.